Restons toujours au Sahel. Là-bas, la question sécuritaire est de première importance. Au-delà des alliances avec des puissances étrangères, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec pour objectif la lutte contre le terrorisme. Le temps où le destin sécuritaire de ce pays était décidé en France, dans la ville de Pau semble révolue. Sommes-nous entrés dans une époque où le souverainisme est devenu le maître mot au Sahel en matière sécuritaire? Et une petite dernière question pour nous ouvrir le questionnaire au public. De façon générale, les hommes politiques, ils font de beaux discours avant d'accéder au pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, on ne les reconnaît plus. Et on voit un autre visage. Est-ce qu'on peut compter sur cette nouvelle génération? Comme tout récemment, on a voté pour Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette nouvelle génération qui va peut-être donner un autre visage à la politique africaine? Oui, je pense qu'il y a des raisons de croire. Lorsque vous parlez déjà de la problématique du Sahel, j'ai eu à travailler sur des projets en rapport avec la problématique sécuritaire au Sahel. J'étais au Grand Montana de l'année 2022 à Genève pour faire la restitution des réflexions que nous avons portées. La question du Sahel implique beaucoup de choses. Il y a une question géopolitique certaine, où certains pensent que ceux qui tirent véritablement les ficelles sont très éloignés de l'épicentre de la crise. Mais toujours est-il que c'est l'échec du modèle d'intégration à l'échelle continentale qui fait que les problèmes du Sahel ne sont pas pour le moment résolus. Sinon, on ne peut pas comprendre que tous ces pays réunis, des côtes mauritaniennes jusqu'aux côtes somaliennes, et que ces pays ne puissent pas endiguer la problématique du terrorisme, étant donné que ces pays ont des armées ou sont censés avoir des armées suffisamment outillées avec tous les moyens qu'il faut pour pouvoir endiguer la problématique sécuritaire dans le Sahel. Lorsque vous prenez un pays comme le Nigeria, qui a une armée théoriquement très puissante et qui a des difficultés à endiguer Boko Haram, qui fait souvent des perturbations et des rapts, c'est à s'interroger. Donc la volonté politique de mutualiser les efforts en termes de souveraineté est une volonté nécessaire pour qu'on puisse sortir de ce piège du Sahel. Parce que les frontières dans nos États sont plus ou moins poreuses, c'est compréhensible parce que ce sont les mêmes peuples qui habitent ces pays et que ces frontières, pour la plupart de ces frontières, sont artificielles. Donc la mobilité des populations entre ces frontières et le Sahel est un espace très vaste qui est très difficile à contrôler, en tout cas humainement et logistiquement parlant. Mais s'il y a une mutualisation des efforts, une volonté concertée, bien naturellement, la problématique de la sécurité dans le Sahel n'est pas impossible à résoudre. Vous avez parlé du problème de la constance des hommes politiques, peut-être, je ne dirais pas sur l'ensemble du continent, j'en connais pas mal qui ont eu de la vision, qui ont eu des projets et qui sont devenus dirigeants et qui les ont mis en application. Certes, peut-être pas à 100%, quoi qu'il en soit, il y a toujours des attentes qui resteront si vous voulez, non résolues, non satisfaites. Mais je pense que c'est un problème réel pour le cas de la Guinée qui fait que beaucoup de Guinéens désespèrent des politiques et ont moins de confiance. Mais quel est l'angle sur lequel j'ai appréhendé cela? Et d'ailleurs, je l'ai traité aussi dans mon livre. Le problème chez nous, c'est que ceux qui sont qualifiés ont refusé de faire de la politique. Ça s'explique par plusieurs raisons. Il y a des raisons sociologiques, il y a des raisons historiques. Le pays a été très violent, de sorte qu'en Guinée, ceux qui ont un certain niveau de qualification académique et professionnelle et qui portent des vertus décident de s'éloigner de la politique sous prétexte que ce serait risqué pour leur carrière, ce serait risqué pour leur vie et leur famille. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un d'autre qui sera là. Et généralement, chez nous, ceux qui ont plus de temps et qui font plus de propagande, ce sont les ratés de la société. Et lorsqu'il s'agit de s'engager en politique, ils constatent que ceux qui sont extrêmement le contraire d'eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont du mérite, décident de ne pas le faire et ils saisissent l'opportunité pour s'y mêler. Et ils ont construit une société qui n'est favorable qu'au démérite. Ils ont construit une société, puisque si vous prenez même le background, le parcours des différents dirigeants que le pays a connus, vous vous rendez compte qu'en réalité, sur la base du mérite, ceux-ci ne méritaient pas de gouverner un pays comme la Guinée. Ça, il faut l'assumer.
en termes de comparaison. Maintenant, si tous ceux qui sont vertueux, intelligents, académiquement bien formés, professionnellement compétents, décident de ne pas s'intéresser à la gouvernance, naturellement, ce pays ne connaîtra jamais la bonne voie. La politique, c'est un choix, c'est un engagement, et c'est un engagement libre et qui n'est pas rémunéré matériellement. Lorsque le président Obama a décidé de s'engager, dans un de ses discours, il a dit qu'il pouvait prétendre à tous les emplois et les mieux rémunérés de la société américaine pour avoir fait Harvard et Columbia. Mais il décide de faire du volontariat social, d'aller aider ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont pas accès à certains services. Et c'est ce qu'il a fait. Il est connecté à la réalité américaine. Il a nourri des ambitions politiques au niveau local dans l'État de l'Illinois jusqu'au niveau national pour être président des États-Unis. Une anecdote qui m'a beaucoup intéressé, lorsque son équipe de campagne lui remontait l'argument que ses opposants, enfin, ceux qui le challengeaient, étaient en train de préparer pour lui dire « ils vont vous reprocher de ne pas être expérimenté dans la gestion de l'administration ». Il dit « je suis préparé à ça parce que moi, je suis expérimenté dans la connaissance des problèmes des Américains et dans la résolution de ces problèmes. Et les Américains vont trancher dans les urnes parce qu'il ne suffit pas de naître avec une cuillère d'or dans la bouche, passer toute sa vie dans un bureau et prétendre savoir mieux ce dont les Américains ont besoin que moi. Moi, cette expérience me suffit et on ira aux élections. On va leur demander de décider entre ceux qui ont l'expérience de la bureaucratie et ceux qui ont l'expérience du terrain, qui est mieux censé les gouverner et régler leurs problèmes. Et je crois que les Américains ont décidé, il est devenu 2 fois président des États-Unis et le résultat est là. Ce que je veux dire par là, et je le martèle tout le temps en Guinée, il faut que les gens acceptent de se sacrifier et renoncer à certains avantages. Le prix à payer est très élevé chez nous. L'engagement politique n'est pas simple en Guinée. Ça vous expose à tous les risques, y compris votre famille. Mais c'est le prix à payer pour aider les Guinéens quand même à avoir de la lumière sur le chemin. Donc, ceux qui sont vertueux, qui se disent un jour je vais me regarder dans le miroir pour dire voici ce que j'ai accompli, pour dire voici mes enfants, quel héritage je vais leur laisser, voici mon pays, qu'est-ce que je vais laisser comme nom et comme réputation, je crois que ceux-là feront toujours attention lorsqu'ils sont portés à un niveau de responsabilité et qu'ils sont amenés à poser des actes. Maintenant, si le rapport de force est favorable à ceux qui sont les ratés de la société, ceux qui s'en fichent de leur réputation, bien naturellement, ils vont porter des gros discours, ils vont se rendre disponibles lorsqu'ils vont arriver au pouvoir. Ils vont simplement calculer leurs intérêts et quel que soit ce qui se dira d'eux, ils se diront qu'ils s'en fichent. Alors moi, je crois que sans prétention aucune, je fais partie de ceux qui ont refusé tous les avantages inhérents au pouvoir. Les compatriotes qui sont là et qui sont au pays peuvent le témoigner. J'ai dit à tout le monde, moi je ne suis pas venu en politique pour négocier des petits avantages particuliers, ni pour moi, ni pour mes collaborateurs. Nous avons un idéal que nous portons, nous avons une vision que nous portons, nous sommes conscients des risques que nous prenons, nous allons nous battre pour mettre en application cette vision, et c'est cette vision qui va profiter à nos compatriotes. On n'aura pas la prétention de tout régler, mais au moins qu'on pose les bases solides pour que d'autres Guinéens puissent s'en inspirer et que notre pays puisse tirer profit dans le futur. C'est ça notre vision, c'est ça notre objectif.